à vous, hein. Merci à Caroline, à Alain, à vous tous. Alors, l'objectif, effectivement, de cette conférence, cette soirée médicale, c'est comment créer cette collaboration entre nous tous. Et je me pose les questions, en fait, comment on peut avoir, par exemple, une céphalée chronique quotidienne sans avoir une tension musculaire péricrânienne sous-jacente? Et comment un kinésithérapeute, un ostéopathe, une diététicienne, un psychologue, un psychanalyste, un médecin généraliste, un dentiste pourra nous aider à améliorer notre prise en charge dans le centre. Donc, tout à l'heure, Caroline Ross a parlé de céphalie aux urgences et je me suis toujours posé les questions un peu provocatrices. Et la migraine, quand elle est liée à un dysfonctionnement cortical ou vasculaire, etc., elle n'est pas secondaire à quelque chose, elle est secondaire. Et la céphalie chronique quotidienne, par abus dentalgique, quelque part, elle est aussi secondaire. Bon. Alors, la question, pourquoi je me pose cette question comme ça, de cette façon? Car si on regarde les critères d'inclusion, d'exclusion de migraine, et si on reste que dans ces critères, à mon sens, la prise en charge à long terme, même à court terme, n'est pas satisfaisante. Pourquoi? On verra ensemble. Donc, tout à l'heure, la céphalée, c'est bien, mais comment comprendre la composante ou la participation cervicale musculaire ou psychologique ou psychogène ou de l'ATM dans la prise en charge des céphalées chroniques quotidiennes ou même la migraine épisodique fréquente ou peu fréquente? D'accord. Donc, on a toujours appris à raisonner comme ça. Donc, pathophysiologie, clinique, ensuite traitement. Donc, je vais aujourd'hui inverser ce raisonnement de fonctionner par le mode d'action des antalgiques, ou plutôt des thérapeutiques, pour comprendre la clinique. Pourquoi? Là, je crois qu'il y a des kinésithérapeutes aujourd'hui. Comment un kinésithérapeute va prendre en charge une migraine chronique? Comment une psychologue va nous aider à comprendre ou à aider le patient, pas nous, à comprendre et à gérer tout ce qui est émotions négatives refoulées qui sont responsables d'une tension musculaire, péricrânienne, cervicale, etc. Même pour le Botox. Le Botox, il est initialement en fait pour la neuro, certainement, il est pour l'esthétique, mais il agit au niveau musculaire. Est-ce qu'il a un effet décontractant? Certainement. Mais est-ce qu'il a un effet sur la CGRP? Certainement. Mais pourquoi parfois, quand on fait un protocole, un bon protocole du Botox, le nombre de points d'injection est respecté, le produit est correct, et parfois on a un effet négatif. Donc l'équation principale pour la prise en charge d'une céphalée fréquente ou migraine chronique, peu importe, c'est l'équilibre. L'équilibre entre quoi? Donc, c'est juste de retenir ce schéma. Si on prend la sinusite sphénoïdale, par exemple, tout à l'heure Caroline, elle peut donner une céphalée quand même supraorbitaire. Une douleur, disons une névralgie d'Arnold, une douleur d'origine cervicale. Voilà, elle part là, de là vers le haut. Une algie vasculaire de la face, elle est à ce niveau-là. Un problème de l'ATM, elle est à ce niveau-là. Un problème dentaire, elle est là. Une névralgie du trijumeau, elle est là et là. Certainement, je ne parle pas de la caractéristique, je parle de la localisation de la douleur. Donc, essayons. La base fondamentale de mon topo aujourd'hui, c'est cette photo-là, ou ce schéma. Existe-t-il des céphalées non neurologiques? Je ne crois pas trop, parce qu'il y a toujours une composante neurologique au niveau de la projection, de la perception de la douleur, au niveau du cortex. Donc la composante ou la participation neurologique ou du système nerveux central est toujours bien impliquée dans les douleurs chroniques, surtout les céphalées chroniques ou les céphalées épisodiques, etc. Donc là, quand on parle de propanolol, Alain, probablement il agit au niveau vasculaire. Quand on parle de l'oxygène pour l'AVF ou même pour la femme enceinte, parfois on le donne, ou pour l'enfant, apparemment, on agit au niveau vasculaire. Pour le topiramate ou l'amygdale ou la venlafaxine,
certainement on agit au niveau cortical. Donc, même la nouvelle classification internationale des ontalgiques, elle s'appelle actuellement la classification mécanistique sur le mode d'action des ontalgiques. Donc, tout ce qui est palier 1, palier 2, palier 3, c'est du passé. Donc, c'est sur le mode d'action. Et ce système trigéminovasculaire, pourquoi il est bien impliqué dans la migraine? Et quel est l'autre système qui est aussi fort, sur lequel on doit se baser tous aujourd'hui pour cette prise en charge? Donc, Peter Gooseby, à l'époque, il y a 30 ans, je crois, lors de l'injection d'une thermocoagulation de noirlite trigémo, lors de l'apparition de l'érythème percutané, ils ont constaté une augmentation du taux de la CGRP en extracrânien, surtout au niveau jugulaire. Après, sur la souris, en expérimental, ils ont constaté que toute stimulation du système trigéminovasculaire augmente le taux de la CGRP en extracrânien et l'injection du sumatriptan baisse ce taux de la CGRP. En même temps, il baisse ou il retarde l'apparition du céphalée. Ça veut dire, tout à l'heure, quand Alain parlait des anticorps antimonoclonaux, ça part depuis longtemps et l'implication du système trigéminovasculaire est très importante. En plus, si je vais trop loin, tout à l'heure, tu as parlé de céphalie. Bon, il y a une céphalie transcutanée frontale et il y a une céphalie aussi au niveau occipital à l'époque, il y a 10 ans, non? Ou céphalie ou céphale, je ne sais pas. Bon, peu importe. Quand on injecte, à l'époque, avec Alain et Caroline, on a fait un protocole pour la VF, injection au niveau du nerf d'Arnold, de la cortisone. 3 injections sur 10 jours, ça baisse en statistique 50% de la fréquence des crises. Ça veut dire quoi? Quand on injecte à l'aveugle au niveau musculaire, est-ce qu'il y a un effet local musculaire? On n'est certainement jamais au niveau du nerf. Et quel est le rôle du nerf occipital dans ça? La stimulation des pinces, où actuellement on traite, où Selma va parler tout à l'heure du traitement interventionnel, et même pour la VF, hors de l'oxygène, on peut avoir actuellement une stimulation occipitale comme un traitement de fond. Donc, pourquoi je parle de cette façon où j'expose les choses? Le système trigéminovasculaire, le système occipital, avec les 2 branches du nerf d'Arnold, et voilà, le nerf d'Arnold, c'est un C2, et les kinésithérapeutes, ils connaissent très bien ce qu'on appelle dérangement intervertébral mineur ou douleur de dérangement intervertébral mineur. Donc, toute tension musculaire au niveau C1, C2 va avoir le plus bas, elle-même pourra mimer un Arnold, elle pourra être responsable d'une douleur projectoire. Et pour l'instant, Caroline, je ne comprends jamais, c'est que ça veut dire quoi une céphalée de tension? C'est une définition que je ne supporte pas trop, car céphalée de tension, on a du muscle au niveau du crâne, ATM, cervical, bas, projection, l'angulaire qui va de l'omoplate vers le C1, C2. Donc, là, on va aller plus loin pour comprendre cette tension musculaire et l'implication de la zone occipitale dans les céphalées et migraines. Voilà. Donc, à part la migraine et le système trigéminovasculaire, l'occipital, certainement la névralgie d'Arnold elle-même, elle est très rare, mais la tension musculaire à ce niveau-là, elle provoque une douleur à ce niveau-là. Voilà ce qui cache derrière l'Arnold, le trapèze, l'angulaire va de l'omoplate vers le C1, C2, etc., etc. Alors, quelqu'un qui travaille devant l'ordinateur toute la journée, okay. Conducteur de voiture, etc., il est toujours incliné vers l'avant. On ne peut pas avoir une tension musculaire de l'angulaire sans avoir une tension musculaire des 4 muscles sous-occipitaux, etc. Et si on arrive même à injecter à ce niveau-là, si on ne détend pas les 4 muscles, voire la composante de l'angulaire dans son insertion cervicale, je crois
que notre prise en charge n'est pas correcte. Et c'est pour ça, dit tout à l'heure, on a besoin d'une collaboration étroite entre nous tous. Voilà. En plus, si je regarde du côté anatomique, il y a des sous-occipitaux, bon, l'angulaire, mais en même, il y a une chaîne musculaire qui va du haut vers le bas. Un bruxisme lui-même peut provoquer une céphalée de tension musculaire. Une asymétrie du bassin par asymétrie du membre inférieur, elle peut provoquer une douleur ascendante, tension musculaire de type tensif, etc. Un problème de divergence ou convergence des yeux. Et moi, je trouve que devant toutes ces céphalées, il est indispensable de voir un ophtalmo. Donc, une divergence des yeux, convergence surtout chez les enfants et des personnes qui font de la migraine de l'enfant, on ne peut pas prendre en charge le patient sans avis ophtalmo, à part l'œdème, le fond d'œil. Donc, je parle de tout ce qui est musculaire, etc. Donc, une scoliose, une kyphose, une céphalée de tension musculaire sur une scoliose fausse ou vraie, si on ne traite pas la scoliose ou on aide à traiter la scoliose, la prise en charge n'est pas certainement complète. Voilà. Les muscles occipitaux, ils donnent une douleur projectoire, à peu près dans le territoire de l'AVF peut-être, hein, peu importe. Une tension à ce niveau-là, une limitation de rotation de la nuque. Et si on ne traite pas cette tension musculaire d'une façon mécanique, l'acupuncture ou kinésithérapie ou ostéo, la prise en charge avec cette limitation de rotation de la nuque, elle sera toujours là. Et on sait très bien qu'il y a un très, très bon médicament qui a été supprimé, le sibelium. Moi, le sibelium, j'adorais le sibelium pour ce type de tension musculaire avec une limitation de rotation de la nuque qui provoque un syndrome vestibulaire faux ou un pseudo-syndrome vestibulaire avec une sensation vertigineuse. Et le meilleur traitement à l'époque, c'était le sibelium, à part la prise en charge mécanique ou etc. par le kinésithérapeute ou autre. Plus loin. Donc, tension musculaire à ce niveau-là, elle donne une douleur, ce qu'on appelle la projection occipitale, projection temporo-mandibulo à ce niveau-là, et aussi supraorbitaire. Donc, cette douleur supraorbitaire, tous les patients, enfin 30% ou 40% des patients qui présentent une céphalée de tension musculaire, ils vous disent « j'ai un point douloureux à ce niveau-là ». Certainement. Mais dans notre pratique, est-ce qu'on essaye de voir, d'examiner la peau, par exemple? On peut avoir une algodystrophie de la peau, ce qu'on appelle la dermo-algoneurodystrophie, qui elle-même provoque des douleurs, qui miment une tension musculaire, etc. Donc ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle la cellulalgie douloureuse. Bon, c'est une patiente au niveau dorsal, mais il faut toujours examiner cette zone-là. Je ne crois pas que nous tous, on le fait d'une façon systématique. Et Dieu le sait, quelle est la différence entre cette douleur et l'irritation du nerf supraorbitaire. Je ne sais pas, moi, aucune idée. Aucune idée. Et même quand on injecte du Botox, on injecte à ce niveau-là. Il y a le trajet du nerf supraorbitaire. Et cette zone même algodystrophique cutanée, elle est parfois elle est élargie où on met le Botox. Je donne un exemple. Donc, l'ATM. Je reviens sur cette photo. En fait, initialement, cette photo, elle est faite pour le dysfonctionnement de l'articulation temporomandibulaire. Donc, voilà le muscle lié à cette articulation. Et là, on est au niveau C1, C2. C'est une zone très étroite. En plus, si vous posez les questions à vos patients, il y a plein de patients qui viennent nous voir avec une sensation d'acouphène non pulsatile, bilatérale, et ils vous disent clairement, je sens que mes oreilles sont fermées, avec une tension. Certainement, un bruxisme peut provoquer lui-même une forme de tension au niveau des oreilles, et toute cette sphère qui elle-même peut mimer une céphalée de tension musculaire. Voilà. Trapèze.
tension musculaire, les rhomboïdes, qui miment une névralgie d'Arnold, qui miment, pourquoi pas, un glaucome, par exemple. Cette cellulalgie supraorbitaire de l'ATM, elle descend vers le bas, etc., etc. Donc, si vous avez une tension musculaire au niveau du rhomboïde, le patient présente une migraine chronique, une céphalée chronique, et on ne traite pas cette zone d'une façon correcte, de traitement et des préventions éducatives. Donc, je ne crois pas que la prise en charge sera faite vraiment correctement pour un long terme. Pareil, quand on injecte du Botox, on injecte au niveau du splénius. Voilà la composante musculaire. Donc, il faut voir les choses d'une façon très globale pour aboutir à un protocole. C'est pour ça que je suis très content de ce centre antidouleur que Alain a créé il y a 2-3 ans. Et cette prise en charge multidisciplinaire de A à Z nous permet de prendre en charge le patient d'une façon efficace, correcte. Exemple, si Selma fait une injection, une intervention sur le nerf d'Arnold, et si Cécilia, heureusement qu'elle est là, elle ne fait pas l'acupuncture pour les muscles sous-occipitaux. Et exemple, moi je ferai une petite mésothérapie ou botox pour le trapèze, etc., etc. Et notre psychologue ou les psychologues peuvent prendre en charge par des thérapies cognitivo-comportementales, etc., etc. Cette forme de prise en charge globale, et c'est pour ça que je suis content que vous soyez tous là, parce que nous avons besoin de vous pour cette collaboration. Donc toute collaboration pour le chronique, si elle n'est pas multidisciplinaire, d'évaluation et de traitement et d'éducation secondaire, je ne crois pas qu'elle sera efficace. Donc voilà un exemple. Le septum, s'il est fibrotique, s'il est tendu, et moi je ne peux pas faire un diagnostic ou traiter cette tension à ce niveau-là sans un ostéopathe ou un NPR ou un kinésithérapeute. Donc voilà la globalité de ce que je vous dis. Donc c'est pour voir qu'il faut toujours chercher à aller plus loin dans notre raisonnement de la prise en charge des céphalées, etc., etc. Et voilà, ben, c'est tout. C'est tout. Tu as parlé de traitement de fond et tout à l'heure, Alain, pourquoi tu n'as pas parlé de l'oxygénothérapie? Parfois, on le prend pour les patients, l'oxygène. Parce que parfois, j'ai quelques patients sur la femme enceinte. Et parfois, je ne sais pas si tu as une idée, Caroline, il y a des gens qui font l'oxygène 2 fois par jour pour les céphalées chroniques aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Alain? Non, tu as raison, j'ai oublié d'en parler. C'est vrai que je l'utilise, l'oxygène, donc en particulier chez la femme enceinte, mais en particulier pour la gie vasculaire d'un face. Alors ça, c'est un traitement qui peut transformer, pas seul, mais c'est quand même très utile. Le problème, c'est qu'il faut bien préciser, avec l'ordonnance qu'on prescrit d'oxygène, c'est de ne pas prendre une grande bouteille, parce que les patients se retrouvent avec une bouteille haute comme ça d'oxygène et une petite bouteille à côté. Il y a certains prestataires qui disent non, on fournit la grosse et la petite bouteille. Je leur dis surtout, prenez la petite, mais pas la grosse, ça ne sert à rien. Puis il y a l'extracteur d'oxygène, qui est un meuble qui extrait les 21% d'oxygène de l'air, qui fait du bruit, qui est un meuble qui prend de la place, etc. Donc c'est pas utile, vraiment. La petite bouteille, ça suffit, mais je dis aux patients, vous fumez pas à côté, hein, et puis vous la placez dans un endroit où elle ne peut pas tomber. C'est quoi? C'est que tu veux rajouter quelque chose? Non, je te rejoins. Je voulais quand même juste préciser que pour la femme enceinte, ça a un intérêt, mais on est quand même hors AMM. Bah, certes, mais bon, il faut le préciser normalement sur l'ordonnance. De toute façon, si vous voulez, vous avez reçu tous une fiche de recommandation. Elle a été faite par nous tous, par Selma, par Caroline, par Alain et par moi-même. Qu'on va compléter, hein, parce qu'il y a deux, trois sur les Pitomax, on n'a pas précisé qu'il s'agit d'une prescription neurologique. Et attention à la femme enceinte, il y a toujours un accord à signer. Hein. Voilà, donc on va développer d'ici une semaine. Si vous avez des questions, des réflexions, des choses à compléter, à supprimer, donc nous sommes tout à fait à l'écoute.
Elle sera diffusée de façon finale d'ici fin avril. Donc n'hésitez pas de lire une fois, deux fois, trois fois, et nous sommes vraiment à l'écoute pour toute réflexion.